monsieur, bonsoir. Le Maroc se dote enfin d'un cadre juridique pour les crédits de bureau ou bureau d'information sur le crédit. Je dis enfin puisque la loi est attendue depuis 2012, 12 ans, et en attendant bien sûr aussi après l'adoption de ce projet de loi, eh bien, les décrets d'application. En tout cas, vos cotes de crédit vous aident à résumer à quel point il est risqué de vous prêter de l'argent. Si vous souhaitez demander un prêt hypothécaire, par exemple, ou tout autre type de prêt, notamment d'entreprise, eh bien, vos cotes ou vos scores de crédit détermineront probablement si votre demande est approuvée ou refusée. Quels sont les facteurs qui ont un impact sur votre pointage ou votre scoring de crédit? Quand peut-on ressentir le résultat de cette nouvelle loi sur l'inclusion financière? Mais que sait-on réellement de cette dernière? Quel est le taux réel de bancarisation au Maroc? La loi, dans sa mouture finale, interdit pour les sociétés de recouvrement de créances de devenir des fournisseurs ou utilisateurs d'informations auprès d'un bureau d'information de crédit. Elle réduit aussi de moitié la valeur de l'amende minimale prévue dans l'article 44, en plus de l'ajustement aux dispositions légales actuellement en vigueur. Comment cela peut-il changer le panorama du financement au Maroc? Enfin, comment améliorer votre scoring de crédit? Toutes les questions relatives au crédit de bureau ce soir dans l'épisode de Questions d'actu avec tout d'abord le directeur études et communications chez Inforisque, Amine Diori. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Se joint à nous depuis, merci à vous de l'accepter, se joint à nous depuis Casablanca par Zoom le professeur universitaire, également banquier, professeur Moustapha Al-Jaï. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous. Bonsoir Madame Ihsan, merci pour l'invitation, très ravi d'être parmi vous. Marhaba, et je rappelle donc que vous êtes également auteur d'un ouvrage relatif bien sûr à votre corps de métier, à savoir la banque, un ouvrage intitulé « Banque-entreprise, les déterminants pour une relation de confiance ». Et là, il s'agit clairement de ce sujet aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Amine Diori, oui, c'est un peu aussi votre corps de métier, c'est-à-dire le traitement de la donnée et aussi donner une image ou plutôt un topo sur telle ou telle entreprise. Qu'est-ce qu'un bureau d'information sur le crédit ou crédit de bureau? Alors, pour dire ça de manière simple, déjà, un crédit de bureau, c'est le délégataire de Banque Al Maghrib sur la centrale des risques de crédit. Donc, son métier, en fait, en clair, et c'est ça qui nous rapproche effectivement du métier de crédit de bureau, c'est d'abord, la collecte d'informations, donc l'information de crédit, et le traitement. Et après, effectivement, autour de la data qui a été collectée, le crédit de bureau construit des services à valeur ajoutée qu'il repropose ensuite aux clients bancaires, c'est-à-dire les banques, les sociétés de financement, les associations de microcrédit. Ça, c'est le cadre aujourd'hui. Avec la nouvelle loi, effectivement, il va y avoir des nouveaux utilisateurs des services de crédit de bureau, mais je pense qu'on en parlera par la suite. Certainement. Ouais. Déjà, pour comprendre comment ça marche, oui, et pour vraiment nous rapprocher de l'activité de ces crédits de bureau à Amine Diori. Alors, les process, c'est-à-dire collecte de données auprès des banques, très simplement. Chapeauté par Banque Al Maghrib. Exactement. Très simplement, aujourd'hui, quand vous allez demander un crédit, alors quand je dis vous, ça doit être soit une personne physique, soit une personne morale, vous faites une demande, votre dossier, il a été accepté, refusé. S'il a été accepté, il y a un certain nombre d'informations qui ressortent. Est-ce que vous avez payé la totalité de votre crédit? Est-ce qu'il y a eu des défauts de paiement? Est-ce que vous avez un certain nombre d'informations sur comment s'est passé le prêt que vous avez contracté? Cette information que vous avez, elle est mutualisée par l'ensemble des banques, c'est-à-dire que vous avez une banque en particulier, mais toutes les banques ont accès à cette information, particulièrement si demain vous demandez un nouveau crédit. Si la personne physique ou morale demande un nouveau crédit, évidemment, la banque en question aura toutes les informations sur les prêts précédents. Ça, c'est l'idée même du crédit de bureau. C'est déjà, dans un premier temps, de collecter cette information de crédit par rapport à une personne physique ou morale. Alors, quand on parle d'information, de quoi parle-t-on ? Dans le type de rapport, on trouve les informations sur la personne physique ou morale, c'est-à-dire son nom, sa dénomination pour une entreprise, son adresse, etc. Ça, c'est la partie données sur la personne. Ensuite, il y a les données sur le crédit. Est-ce que vous avez un ou plusieurs crédits? Est-ce qu'ils ont été payés en totalité? Est-ce qu'ils sont en cours ou pas en cours? Ensuite, il y a les informations négatives. Est-ce que sur vous, il y a des
des saisies conservatoires ou un certain nombre d'informations négatives, un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire. Et dernier point, le score. Effectivement, vous en avez parlé en introduction. Le score, en fait, c'est la consolidation de toutes les infos qu'on a sur la personne physique ou morale. C'est-à-dire concrètement, compte tenu des informations que j'ai sur vous, sur est-ce que vous avez tout remboursé correctement en temps et en heure, dans ce cas, vous allez avoir un bon score. Si au contraire, sur les crédits que vous avez contractés, il y a eu 1, 2, 3 impayés sur un montant important, sur un certain nombre d'échéances, là, votre score va plutôt baisser. Alors, je ne peux m'empêcher d'adresser la question à Mustapha Al-Jay, parce que ce scoring, est-ce qu'il dure pour toute la vie? Ou par exemple, si je suis une entreprise, avant qu'on parle de l'impact de cette nouvelle loi, et notamment sur l'inclusion financière, est-ce que si je suis une entreprise et que bien mon activité ne dépasse pas, par exemple, les 2 ans, est-ce que cela affecterait mon scoring? Est-ce que si j'étais un mauvais payeur il y a 15-20 ans, là je pense qu'il pourrait y avoir des gens qui nous regardent, est-ce que ça reste quand même, et pas de période de prescription, un peu si on peut l'appeler ainsi, ou faire cette analogie, pour que on ne prenne pas compte des mésaventures qu'on aurait pu avoir avec notre banque de l'époque, et qui peuvent handicaper notre accès au financement? Merci pour cette question pertinente. Alors, je voulais juste faire une petite nuance. Donc, quand on parle de scoring, généralement, on s'intéresse à des personnes physiques. Pour les entreprises, on parle plutôt de rating. Parce que dans l'entreprise, il y a plus de données qui rentrent, comme le bilan et un certain nombre d'informations financières. Et pour un petit peu revenir à votre question et pour juste compléter un peu ce qu'a dit notre ami Amine, c'est que avant qu'il y ait ce crédit bureau, je me rappelle dans les années 90, que c'était 2007-2008, vous aviez des personnes physiques parfois mal intentionnées ou des entreprises qui faisaient le tour, par exemple, de sociétés de leasing ou de crédit à la consommation, et qui prenaient 4-5 crédits dans le mois, voire même on a eu des cas, une anecdote, on s'est rendu compte qu'un client, la journée, il a fait le tour des sociétés de crédit à la consommation pour prendre des véhicules et les revendre. Et il n'y avait aucune visibilité sur l'endettement, comme a dit Amine, sur les impayés, même sur ce qu'on appelle le R. Le R, c'est-à-dire, vous aviez des impayés, vous avez régularisé 3 mois après. Donc, c'est un profil de client qui tarde à payer, mais il régularise. Donc, vous avez une information assez fiable et on en parlera plus tard. Elle sera élargie à d'autres bases de données. Pour l'entreprise, c'est la même chose et vous avez, comme il avait dit, des informations négatives, c'est-à-dire contentieux ou bien cessation d'activité ou bien redressement, etc. Alors, généralement, la collecte de données, si je m'abuse, je ne sais pas peut-être si le contrôle ici, Amine, c'est qu'on remonte à 10 ans. C'est-à-dire que on peut quand même avoir le profil du client, entreprise et particulier, disons en arrière. Si l'entreprise a 2 ans, vous m'avez parlé de cas d'une petite entreprise qui démarre, elle a 2 ans, on va analyser son comportement ces 2 ans. Est-ce qu'elle a des impayés? Est-ce qu'elle paye ses crédits moyen terme ou crédits trésorerie à terme? Est-ce qu'elle a des chèques impayés? Est-ce qu'il y a des effets impayés? Et cela donne au banquier un profil de risque. Et comme a dit Annie tout à l'heure, selon le rating qui est exigé par BAL 3 et par les banques centrales du monde entier et surtout par Banque Marine, ou bien le scoring, en fonction de la note ou de le rating, le comité est aidé à prendre une décision. Est-ce que, justement, par rapport à cette décision, vous parlez de profil de risque, est-ce que si on n'a pas, par exemple, une caution, un terrain hypothéqué, que dis-je, par exemple, quelqu'un pour nous cautionner ou quelque chose qui soit concrète pour nous cautionner, est-ce que la banque, juste à travers un bon score du crédit de bureau, va automatiquement débloquer l'emprunt? Alors, assez souvent, vous savez, quand vous avez un bon profil de risque, une entreprise qui tourne très bien, qui a un bon cash flow, un chiffre d'affaires, même si vous avez la garantie, c'est bien, mais la garantie, parfois, est illusoire. Pour réaliser une hypothèque, vous pouvez mettre dans le tribunal 5-6 ans. Il suffit qu'il loue la maison, l'appartement à son frère ou à un cousin et vous ne pouvez jamais réaliser l'hypothèque. Par contre, si vous avez une affaire saine qui a des bons fondamentaux, qui a un bon scoring,
assez souvent, les banques l'accompagnent parce que la garantie n'est qu'un filet de sauvetage, comme on dit, mais beaucoup plus. Un filet de sauvetage est une condition sine qua non, souvent pour financer, n'est-ce pas, CJ? Là, vous avez raison, avant, de moins en moins, sachant qu'il y a aussi ce qu'on appelle les fonds de garantie. Il y a l'XCCG qui Oui, Tam Wilcom, absolument. Et le client ou la banque exige un fonds de garantie qui couvre quand même 50% des risques du crédit. Et honnêtement, elle a joué un grand effort, elle a joué un grand rôle, pardon, dans l'accès des PME au financement. Mais sachez que, je pense que tous mes collègues banquiers sont d'accord avec moi, on se base beaucoup plus sur la nature du risque, le profil, l'activité, les cash flows générés que la garantie. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence de traitement de la donnée, hein, pas de différence de traitement, loin de moi cette idée, entre les personnes physiques et morales? Alors, les personnes physiques, c'est à une échelle industrielle. Vous avez des logiciels. C'est pour ça que beaucoup de banques, beaucoup de télécommunications vous diront, vous répondre dans 1 heure, 2 heures, pour rentrer les données, l'âge, le sexe, nombre de personnes à charge, le revenu, c'est important. Si vous avez déjà une échéance de remboursement qui est à 40% de votre salaire et vous demandez un crédit supplémentaire, généralement, on ne dépasse pas les 45%. Il faut laisser quand même à l'individu ou au client de quoi vivre. On ne peut pas computer tous ses revenus par des échanges de crédit. Donc, il y a des limites. Et bien évidemment, c'est un traitement industriel. Pour l'entreprise, c'est beaucoup plus, ça prend plus de temps. C'est des ratings qui intègrent un certain nombre de données, surtout des données financières, des ratios financiers. Et là, le rating aussi, il aide et Banque Maghreb contrôle parce que quand une entreprise a un mauvais rating, généralement, il faut décliner le flux. C'est le rôle de superviseur finalement de Banque Maghreb qui reste quand même très central. Tout à fait, sachant que nous avons déjà, comme on l'a dit sur votre plateau, nous avons un taux de créance en souffrance qui devient un peu inquiétant. On est presque à 8,9%. Pour chaque 100 dirhams de crédit donné, pratiquement 9 dirhams qui ne sont pas remboursés. Donc, il faut rester vigilant pour qu'on garde un système bancaire comme il est maintenant, sain, pour qu'il puisse se développer aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Et vous avez vu un peu l'exploit que il a fait le système bancaire marocain, notamment en Afrique. Oui, après, pour la bancarisation, c'est une autre histoire, nous allons y revenir. Parce que des fois, on peut peut-être reprocher la prudence extrême de la Banque centrale au développement et ses répercussions, ses conséquences sur le développement de certaines branches de financement, notamment la FinTech. Nous allons y revenir. Mais avant, peut-être que des informations supplémentaires, Amine Djouri, sur les facteurs qui affectent la cote de crédit et surtout, est-ce qu'il n'y a que des informations bancaires? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres informations qui rentrent en jeu? Effectivement, c'est une question importante. Alors justement, je voulais rebondir sur ces différents points. La première question qui était liée à la durée de conservation des données de la personne physique ou morale, c'est 5 ans d'après la loi. 5 ans maximum, c'est-à-dire que s'il y a une information qui date d'il y a 10 ans, normalement, on n'est pas censé en tenir compte puisqu'on est censé conserver un historique de 5 ans. Ça, c'est la première chose. Sur le score, c'est quelque chose d'extrêmement évolutif, dynamique. C'est-à-dire qu'au jour le jour, si je collecte une information négative sur une personne physique ou morale, évidemment, ça va impacter au jour le jour l'évolution de son score. Donc, c'est pas quelque chose, un score, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Ça évolue tous les jours en fonction des informations. Si, par exemple, sur une personne morale aujourd'hui, on va collecter une information de liquidation ou redressement judiciaire, ça impacte automatiquement, évidemment, le score. Sur les process, autre chose importante, en fait, il faut bien l'idée du crédit de bureau, à la base, c'est de justement faciliter l'octroi de crédit aux personnes physiques et morales. Évidemment, si une personne physique, imaginons, n'a jamais eu de crédit, n'a jamais pris de crédit de sa vie, évidemment, n'a aucune information de crédit sur elle. D'où, effectivement, l'intérêt d'avoir d'autres informations. C'est l'idée du projet de loi actuel. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en termes d'information de crédit, j'ai rien. Mais je peux aller voir comment il paye son téléphone, comment il paye son électricité. D'où le rôle des opérateurs, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas que les banques qui impactent ou affectent votre code de crédit, mais aussi... effectivement, c'est une façon de voir si la personne en question, la personne physique ou morale, est un bon payeur ou pas. Est-ce que je paye bien mon téléphone? Est-ce que je paye bien mon électricité? Est-ce que j'ai des dossiers chez des agents de recouvrement? Ça aussi, c'est une information qui dit si je suis un bon payeur. Et évidemment, tout ça va venir demain
impacter le score de cette personne. Alors justement, en parlant du rôle des opérateurs télécoms, est-ce qu'il y a d'autres informations qui peuvent être fournies par les telcos compte tenu un peu de leur... c'est un facteur qui fédère tellement de sources de données finalement. Bah, c'est effectivement, et puis surtout en termes de volumétrie, on touche des millions de personnes d'un coup. Idem pour l'électricité. Alors effectivement, l'idée, c'est d'avoir des informations de crédit telles qu'elles sont collectées aujourd'hui, de rajouter l'information télécom, information électricité, information financière, information juridique, légale, tout ce qu'on peut aujourd'hui avoir comme information sur les personnes physiques ou morales, elles vont venir demain s'agréger et donner une information sur le comportement de paiement. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Si Moustapha tout à l'heure par rapport au fait que sur les personnes morales, c'était plus compliqué de donner un rating ou un score par rapport au comportement de paiement d'une entreprise. Je pense qu'au contraire, c'est plus facile. Parce que, contrairement à une personne physique, aujourd'hui, si on n'a pas d'informations de crédit, mais sur une entreprise, on a des bilans. On a des informations sur des saisies conservatoires, des saisies hypothécaires, etc. On a des informations s'il y a un redressement, une liquidation. Toutes ces informations sont des informations pertinentes qui sont complémentaires de l'information de crédit. Donc, je pense qu'effectivement, il est plus simple de donner un score ou un rating sur une personne morale que sur une personne physique. Mais justement, l'élargissement des sources de données prévues dans cette loi va permettre justement de dire à monsieur tout le monde bon, tu n'as pas payé ton électricité 3 mois de suite, ou tes télécoms, ton opérateur télécom, ça fait 5 mois que tu n'as pas payé, déjà, ça donne une autre information sur mon comportement de paiement au crédit bureau. Alors, est-ce qu'il y a... Quand vous dites cela, est-ce que ce qui m'interpellait, c'est que vous disiez ce monsieur tout le monde. Donc, par exemple, moi, je peux contacter un crédit bureau et demander mon rapport de solvabilité ou ma santé financière, pour me financer. Effectivement, tout le monde a le droit de demander un rapport par an gratuitement. Après, c'est payant, mais le premier rapport qui est demandé auprès du crédit bureau, il y a 2 opérateurs aujourd'hui, il est forcément gratuit et vous avez accès à toutes vos informations. Vous pouvez vérifier effectivement si les prêts que vous avez contractés sont bien inscrits là, si le fait que vous ayez tout réglé, est-ce que c'est bien inscrit dans votre rapport de solvabilité. Vous avez effectivement la possibilité, je vous invite d'ailleurs, j'invite les personnes à regarder leur rapport crédit bureau et à vérifier que leur information est correcte, parce que ça peut jouer à l'avenir. Justement, Moustapha Al-Jaï, si mon rapport de solvabilité est clean et que la banque refuse de me donner le crédit, est-ce que je peux contester la décision de la banque avec ce rapport de solvabilité qui est bon? Non, je ne pense pas, parce que la décision d'octroi de crédit est souveraine, elle intègre d'autres données. Par exemple, vous avez un bon rapport de solvabilité et vous voulez investir dans un secteur qui est en difficulté ou qui est aléatoire ou qui présente des risques. Donc, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Oui. D'accord? Mais c'est ce qui handicape aussi des secteurs qui, effectivement, peuvent paraître risqués, par exemple les start-up ou des secteurs qui ne sont pas classiques, par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aussi, je pose la question, réfléchir à adapter aussi l'offre et donc des produits qui soient adaptés à certains financements comme celui-ci. Si effectivement ce rapport de solvabilité... Sinon, à quoi servirait ce rapport de solvabilité? En fait, vous avez raison, on en a parlé, je pense, sur votre plateau. Pour les fintechs, je pense qu'il y a plus des financements adaptés et sortir des paradigmes classiques bancaires pour aller peut-être vers des capital risques ou vers ce qu'on a dit les big angels ou d'autres crowdfunding, etc., d'autres je dirais, possibilités de financement. Mais pour revenir au crédit bureau, le crédit bureau est une condition, je dirais, nécessaire. Souvent, elle est suffisante quand il n'y a pas d'autres donnes qui peut-être peuvent empêcher le banquier ou la société de crédit à la consommation immobilière quand il s'agit de ménages, donc pour octroyer ce crédit. Mais souvent, je dirais que c'est quand même une décision, un élément d'information de taille qui permet quand même au banquier de connaître le profil de risque de son client. Et je souhaite même, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Amine,
signaler que dans certains pays, voire même pays africains comme les Kenya par exemple et d'autres pays, et bien sûr certains pays européens, on intègre même des plateformes de loyer. C'est-à-dire on voit aussi les gens qui payent leur loyer à temps, les gens qui ne payent pas, les gens qui ont des retards. Et tout cela va donner une information, une grande visibilité aux établissements de crédit pour financer ou pas, si vous voulez, le client, qu'il soit particulier, qu'il soit entreprise. Et surtout, je pense, moi, l'intérêt de cette loi, c'est un peu permettre, faciliter l'inclusion financière. Pour soit des gens qui sont Pourquoi? pas Comment? bancarisés, Qu'est-ce qui vous fait dire cela? je Comment, vais vous dire, comment une loi sur des crédits de bureau qui, si vous voulez, collecte, traite, analyse la donnée, peut encourager les gens à être de plus en plus bancarisés? Et aussi, la question que je posais tout à l'heure, que savons-nous réellement du taux de bancarisation au Maroc? Il y a les chiffres de Banque El Maghreb, 34 millions de comptes bancaires ouverts au Maroc. C'est ce qui a d'ailleurs induit plusieurs sources en erreur en disant que le taux de bancarisation dépasse les 90% au Maroc, ce qui est totalement faux. plusieurs comptes, non, bien sûr, on est à 45. Il y a des gens qui ont deux, trois comptes de banques différentes. C'est ce qui biaise Plus un les peu comptes qui sont c'est dormants. réducteur. Bon, voilà, on parle, je pense, de 40, 45, ça paraît plus plausible. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une culture de cash. La masse monétaire qui circule, on est à 347, 80 milliards de dirhams. Il y a encore beaucoup de cash qui circule. Et pour revenir à votre question, quand vous avez un citoyen à revenu modeste, mais qui n'a jamais eu de compte bancaire, qui n'a jamais eu de, si vous voulez, de transaction avec la banque, et qui souhaite bénéficier d'un microcrédit de 20 000, 50 000, 30 000 pour une petite activité, ben peut-être l'accès à ces informations comme les opérateurs télécoms ou les opérateurs qu'on appelle les utilities, par exemple l'IDEF ou celui de l'électricité, de l'eau ou la REDA et autres, ou les régies. Si on voit que cette personne est régulière dans le paiement de son téléphone, régulière dans le paiement de ses factures eau et électricité, peut-être ça va, et on vérifie avec sa CIN qui n'a pas de chèque impayé, qui n'a pas d'incident, peut-être ça va aider les sociétés de microcrédit à accompagner cette population qui est un petit peu, je dirais, fragile et on la pousse un petit peu, et on encourage l'inclusion financière. Donc, ce sont des données importantes que pour le moment, elles ne sont pas encore intégrées dans ces bases de données. Très bien. Alors, je vous poserai la même question à Amine Djouri, parce qu'on l'attend depuis quelque temps, cette loi. Donc, on ne va pas attendre autant les décrets de son application, parce que le projet de loi est certes adopté, mais bien évidemment, comme on le sait, il a besoin de textes d'application pour qu'il soit réellement palpable et puis pour qu'on puisse en avoir les résultats. Quels sont les résultats escomptés après peut-être la promulgation des textes d'application, et notamment sur cette question d'inclusion financière, sur aussi le fait qu'on devrait être en mesure, et cela ça a été dit et ça s'applique sur tellement de secteurs, de mesurer, d'être en mesure de mesurer l'impact de cette nouvelle loi sur le financement, sur la bancarisation dans notre pays. Effectivement. J'ai un chiffre qui est intéressant qui nous dit effectivement quel est l'état aujourd'hui des contrats actifs aujourd'hui au Maroc. C'est un chiffre d'un opérateur de crédit de bureau qui dit que, grosso modo, il y a 550 000 emprunteurs actifs aujourd'hui. 550 000 personnes physiques morales, donc une très grosse majorité de personnes physiques, qui ont un crédit bancaire donc ouvert, qui est encore actif, ils doivent rembourser. Donc ça, c'est l'état aujourd'hui. L'idée de la loi, c'est de dire quoi? Justement, l'inclusion financière, ça veut dire aider davantage de personnes sans passer justement par le gap de je dois ramener des garanties, je dois avoir un certain nombre d'actifs à mettre sur la table auprès de mon banquier pour obtenir un prêt. L'idée du crédit de bureau, c'est de dire j'ai un maximum d'informations sur l'emprunteur, que ce soit des informations sur des anciens crédits, que ce soit sur comment il paye les opérateurs téléphoniques ou peu importe. Et donc, ça permet justement d'éviter de passer par la case « donnez-moi des garanties, je vous donnerai un prêt ». Donc, évidemment, l'objectif de tout ça, c'est d'élargir le nombre d'emprunteurs potentiels. On sait, par exemple, pour les personnes morales, qu'aujourd'hui, près d'un tiers des PME ont accès au crédit, ce qui veut dire concrètement que 2 tiers n'ont pas accès. C'est ça la réalité et c'est ça aussi l'objectif d'une telle loi.
qui est enfin, ce que je disais tout à l'heure, on l'attend depuis 2012, cette loi, Ouais. mais ça n'a pas empêché quand même les crédits de bureau Ben, effectivement. de travailler au Maroc. Il y en Effectivement. a deux aujourd'hui, à ce jour. Bah, l'idée initiale, je rappelle un peu l'historique des choses, il y avait d'abord le classement Doing Business. On était très mal classé en termes d'information sur l'information de crédit. On était au-delà de la 80e place. L'idée, c'était justement de mettre en place un crédit bureau. Ça a été fait en 2008, c'était Experian. Pendant un certain nombre d'années, il a été remplacé depuis par un autre opérateur qui a écrit d'info. Il y a eu un deuxième opérateur en 2016 ou 2017. Et donc, effectivement, ça n'a pas empêché le fait qu'il n'y ait pas de cadre légal, disons, n'a pas empêché les deux opérateurs de travailler. Et on n'a pas d'opérateur de notation au Maroc. De notation, notation bancaire, si, c'est les crédits de bureau. Après, effectivement, les fournisseurs de data type Inforix notent les entreprises d'une certaine manière, puisqu'on établit des scores sur les personnes morales. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des sociétés qui notent les entreprises. Après, les personnes physiques, c'est autre chose. Il faut d'autres informations pour pouvoir établir ce type de notation. Alors, cette nouvelle loi, professeur El-Jay, elle interdit l'accès des sociétés de recouvrement des créances, donc, aux informations des bureaux d'information crédit. Pourquoi, selon vous, et quel est le résultat escompté par un tel amendement? Parce que c'est parmi les amendements qui ont été retenus lors des discussions de la loi au Parlement. Moi, je pense que, et là, c'est mon point de vue personnel, je pense que les législateurs et les députés n'ont pas voulu que, déjà, ces sociétés de recouvrement sont parfois très discutées sur les méthodes, sur leur approche. Parfois, il y a un peu de l'atteinte peut-être à la vie privée ou, vous savez que, pas toutes, mais certaines, on voit des huissiers, des ex-agents qui viennent taper tard chez les gens et il y a de l'harcèlement. Et pour éviter un petit peu l'atteinte un peu à la vie privée des citoyens, on a voulu limiter l'accès de leur information à ces sociétés je dirais, d'information sur l'indépendance, qu'on appelle les crédits bureaux. Je pense beaucoup plus pour éviter les abus et surtout les atteintes à la vie privée. C'est mon point de vue personnel. Je pense que ça a été fait dans ce cadre-là, sachant que il y a parfois, cette activité est parfois assez discutée et assez qualifiée. Et je pense que ça doit être la raison pour laquelle les législateurs et les députés ont voulu limiter, pour éviter les abus. Et je vous repose la même question. Vous qui êtes justement un banquier, est-ce que cette nouvelle loi, selon vous, va réellement impacter cette question de financement? Est-ce qu'on va commencer peut-être à donner un peu plus d'importance à cette data? Parce qu'aujourd'hui, la data vaut de l'or et qu'elle pourrait aussi rappeler aux banques que, eh bien, il suffit, comme le disait Amine Duri à l'instant, on peut se baser sur les informations d'un crédit de bureau pour débloquer des prêts et des financements. Et aussi par rapport à la bancarisation. Exact. Donc, tout à fait. D'abord, pour l'importance, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'un client demande un crédit, qu'il soit entreprise ou personne physique, le BABA, c'est son crédit de bureau. On demande la CIN, le RC. C'est le premier, je dirais, réflexe que le banquier fait. Et une fois il a le crédit de bureau devant les yeux, à ce moment-là, il va un petit peu entamer les négociations avec son client et parfois des explications, etc. Pour revenir au rating pour les entreprises de votre question tout à l'heure, chaque banque a son système de rating interne et qui obéit à un cadre général de la Banque centrale. Donc, toutes les banques, de par donc leur adhésion aux obligations et contraintes de Bâle 3, elles sont obligées d'avoir un rating et une notation interne. Donc, elles passent dans toutes les entreprises. En plus, toutes les banques doivent déclarer tous les crédits également à la Banque centrale, à la Banque Marais. Donc, au-delà, initialement, c'était plus de 100 000 dirhams. Maintenant, tous les crédits sont déclarés parce que Banque Marais, en parallèle aussi, et là, donc, un service central qui collecte tous les engagements. Et pour la dernière question, moi, je pense que cette loi
va renforcer un petit peu, je dirais, la crédibilité, l'importance de l'information auprès des banques, surtout si on élargit aux opérateurs télécoms, aux opérateurs donc pour électricité et plus tard donc comme d'autres pays aux plateformes de loyer. Ça donnera beaucoup de visibilité sur le profil des clients et ça facilitera, je pense, la prise de décision et surtout la rapidité pour les banques et bien sûr en maintenant aussi les normes de solvabilité pour ne pas aussi, comme je disais tout à l'heure, aggraver ou les créances en suspens. Alors, c'est le côté positif, ce sont les avantages. Est-ce qu'il y a des risques? Parce que certes, ces données sont utilisées pour calculer le risque, pour mieux calculer le risque de solvabilité d'une personne morale ou physique. Mais qu'en est-il des risques justement de l'utilisation de telles données, Amin Diori? Alors, je vois que derrière votre question, effectivement, il y a la notion de protection de l'information. C'est prévu dans la loi, la notion de consentement de l'utilisateur, de la personne physique ou morale. Concrètement, si on utilise ma data personnelle sur le crédit, ben, on doit me demander mon autorisation. Je dois explicitement donner mon autorisation pour que cette information soit utilisée demain par le crédit bureau. Et ça marche pour tout. Ça marche pour les données bancaires, ça marche pour les données télécom, ça marche pour les données électricité. Je dois donner mon accord explicite pour que cette information soit utilisée. Si ça n'est pas le cas, on ne peut pas l'utiliser. L'autre risque, il peut y avoir des erreurs dans Alors oui, dans ces rapports, ou pas du tout. non, bien sûr, il y a des erreurs, ça a déjà existé, mais le truc, c'est qu'on peut modifier ces erreurs. Il suffit, si sur mon rapport, par exemple, j'ai mon rapport personnel, je vois qu'il y a des erreurs, je vais voir ma banque, je lui demande de rectifier les erreurs qu'il y a sur mon rapport. Et effectivement, si ces erreurs sont justifiées et qu'effectivement c'est la banque qui n'a pas transmis les bonnes informations, la banque est censée transmettre les bonnes informations au crédit bureau pour que la bonne information soit partagée par les deux opérateurs. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a très peu de risques. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, elle doit être corrigée. Ça, effectivement, c'est une obligation pour les banques et les crédits bureaux. Professeur Ljay, est-ce qu'il y a des manières aussi d'améliorer le pointage de crédit ou le scoring un peu? Alors, tout à fait. Alors, je voulais juste préciser que de par la pratique, avant, il y avait quelques loupés et le client souvent il réagit violemment et quand on vérifie, c'est très rare, mais on a eu quelques loupés. Je dis bien il y a quelques années, il y a 3, 4 ans. Hein, je pense que maintenant, ça devient de plus en plus fiable. Il y a aussi une autre doléance, c'est que quand un client régularise sa situation, il était par exemple en contentieux ou des impayés, pour actualiser la data, ça prend beaucoup de temps. Et entre-temps, on a des clients qui régularisent parce qu'il a besoin d'un autre crédit. Il va voir sa deuxième banque ou un organisme de crédit. Vous êtes toujours déclaré contentieux ou incident de paiement de telle banque. Et le client doit lui-même pousser, insister auprès de son banquier pour faire un mail, relancer la crédit bureau. Et ça, à mon sens, ça devrait être automatique. C'est-à-dire, à la rigueur, 3, 4 jours, on devrait actualiser. Et ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours. Et parfois, ça pénalise injustement le client. Et votre question, pardon, j'ai perdu le fil. Oui, je parlais aussi de la manière avec laquelle donc, on pouvait améliorer le scoring d'une personne ou d'une entreprise. Voilà, donc le scoring d'une entreprise, comme a dit Amine, en particulier, il évolue principalement au jour le jour. Et donc, la meilleure façon d'améliorer son scoring, c'est d'être à jour, régulariser si on a parfois des impayés, on a des oublis. Et je peux vous assurer que, comme avec professionnels, parfois on tombait des nues. On avait une personne, pour nous, quelqu'un qui, on n'aurait jamais pensé que il avait un impayé de leasing. Parfois, on a des surprises. Mais la meilleure façon de faire, c'est de demander son crédit bureau. S'il y a des loupés, ça peut arriver. Parfois, il faut régulariser les situations pour avoir une situation clean et avoir un score meilleur pour pouvoir accéder au crédit.
Est-ce que c'est applicable aussi aux personnes, aux populations vulnérables? En tout cas, c'est ce qui est stipulé dans ce projet de loi, en tout cas dans les ambitions de ce projet de loi sur les bureaux d'information sur le crédit, c'est élargir l'accès au financement. Je reviens à cette question d'inclusion financière, c'est de permettre aux populations vulnérables. Et là, je ne peux m'empêcher de me poser la question, qui sont déjà exclues de l'accès au financement, comment ou quelle serait finalement la responsabilité du crédit de bureau, bien sûr en concertation avec les autorités compétentes, eh bien de dresser une liste et si oui, comment dresser une liste adéquate à ces personnes-là. Et ce qui, en fait, ce serait un cercle vertueux qui permettrait aussi aux banques de mieux adapter l'offre pour ces populations-là, pour le microcrédit, pour le microfinancement. Professeur Ljay. Donc, pour moi, cette population fragile, la formule la plus adaptée, c'est les microcrédits. Donc, parce que c'est des montants assez... Quelle est la situation aujourd'hui du microcrédit chez nous au Maroc, Ljay? Parce qu'elle avait le vent en poupe à une certaine période, mais on sent que les choses se sont un peu tassées. Oui, effectivement, à un certain moment, le taux de créance en souffrance a beaucoup augmenté, surtout qu'on a augmenté le montant. Maintenant, on peut aller jusqu'à 200 000 dirhams. Donc, ça devient, c'est plus du microcrédit, ça devient un crédit. Les entreprises de microcrédit sont de plus en plus prudentes. C'est tout à fait normal parce que il y a aussi, je dirais, leur survie qui est en question. Et dans l'ensemble, en général, les gens à faible revenu se mobilisent. Il y a une mutualisation pour essayer de respecter leurs engagements, surtout que souvent, parfois, c'est des montants relativement faibles. Et il y a un peu de name and change, c'est-à-dire beaucoup d'associations, beaucoup de coopératives, où les gens, membres, vont voir un membre pour les pousser, l'aider même parfois à faire face à ces différences. Mais il faut quand même que la prudence, elle est là, et parfois, dans certaines zones, il y a des taux de contentieux qui parfois sont à 2 chiffres. Donc la vigilance est toujours de mise, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi, mais le risque est toujours là. Et c'est une société de microcrédit, et c'est aussi de mettre en place des guidelines pour un petit peu se protéger et avoir une approche risque relativement fiable. Et je pense que cet élargissement, cette nouvelle loi sur le crédit bureau va leur faciliter davantage les choses. Ils ont des informations sur le comportement de ces primo-accédants parce qu'ils ne le connaissent pas bien. Première fois, il vient, il prend sa CIN, il n'a jamais eu de compte bancaire, n'a jamais eu de chèque impayé, n'a jamais eu de paie. Par contre, ils peuvent tomber sur quelqu'un qui a peut-être changé 3 ou 4 fois les opérateurs téléphoniques, qui ne paye pas son loyer, qui ne paye pas ses factures pour une raison ou pour une autre. Hein. C'est pas souvent de mauvaise foi. Et ça donnera plus de visibilité sur le profil de risque de ces clients. Et ce qui est important, parce que c'est une question de scoring, il y va aussi, Amine Diouri, du scoring de l'État, en fait. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, les grandes institutions internationales font attention à cela, font attention à l'inclusion financière, d'où les appels répétitifs et les rappels du groupe Banque mondiale ou du FMI de bancariser davantage la population. Oui. Mais c'est aussi une manière aussi de montrer l'état de santé du système financier. Effectivement, c'est un indicateur qui est très important pour les institutions internationales. Il y a effectivement, j'ai parlé du doing business, mais il y a plus que ça. Effectivement, beaucoup d'institutions nous prêtent de l'argent concrètement et effectivement, elles demandent un certain nombre un retour, et notamment lié aux prêts qu'on accorde aujourd'hui aux personnes physiques et morales. Donc, effectivement, c'est un indicateur qui est extrêmement important, qui est suivi, qui est regardé. Et donc, cette loi, elle intervient effectivement dans ce cadre-là. L'idée, c'est quand même de rassurer nos partenaires, tous nos bailleurs de fonds qui nous font confiance, et de leur dire, bah, écoutez, regardez, on est en train de favoriser, on est en train d'accompagner un certain nombre de populations vulnérables, les personnes physiques, les personnes morales qui aujourd'hui n'ont pas accès au crédit, et donc de rassurer nos bailleurs de fonds et de leur dire, voilà, le Maroc fait le nécessaire pour que justement on puisse demain élargir la base des emprunteurs au Maroc. Élargir la base des emprunteurs, il y a un rôle qui est un peu relégué
au second plan au Maroc, c'est la FinTech. Quelle relation entre le crédit de bureau à Mandjouri et la FinTech et le développement de la FinTech? Parce que au niveau continental, Ouais. on peut se l'avouer, on est un peu en retard. Oui, mais je pense que c'est lié aussi, et c'est tout le continent, mais effectivement, il suffit de voir à l'étranger. Je regarde le cas de la France, par exemple. Il n'y a pas d'opérateur de crédit de bureau à proprement parler. Il y a des fintechs qui sont spécialisés justement dans l'octroi de crédit, parce que ça fait partie des services proposés par les fintechs, par les banques en ligne aujourd'hui. Mais bon, après, c'est deux façons de penser qui sont différentes. Nous, on a choisi ça par rapport à notre environnement. On pense qu'effectivement, un opérateur de crédit de bureau, avec un certain nombre de data, va être plus efficace dans l'obtention, dans l'octroi de crédit aux personnes physiques et morales. C'est un choix qui a été fait. Je pense qu'il est tout à fait aussi valable, en tout cas, que ce qui est fait à l'étranger. On n'a pas besoin d'avoir une fintech nécessairement, mais l'important, c'est la data. C'est ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir accès à le plus de data possible pour justement prendre la meilleure décision. C'est ça qui fait que une personne morale aujourd'hui, on a besoin d'informations sur son crédit, on a besoin d'informations sur ses bilans, on a besoin d'informations sur les événements juridiques et judiciaires qui la touchent, on a besoin d'informations sur son comportement de paiement interentreprise. On a besoin J'allais vous parler justement de cette question-là, parce qu'elle devrait aider aussi. Mais bien sûr. Surtout avec cette loi de délai de paiement que nous avions discuté sur ce même plateau. Effectivement, il y a quelques c'est une mois. donnée qui est essentielle. Deux entreprises qui travaillent ensemble, si effectivement il y a une loi qui existe, la loi 69-21 sur les délais de paiement, mais si par exemple moi je paye une autre entreprise à plus de 200 jours, c'est une information. Si je paye tous mes partenaires à 200 jours, c'est une information aussi qui est extrêmement importante à prendre en compte dans mon comportement de paiement général. Il n'y a pas simplement effectivement que les télécoms, il y a aussi le comportement interentreprise qui doit être pris en compte. Quelle est l'importance aujourd'hui de quelque chose comme l'intelligence artificielle dans la gestion parce qu'on est en train de parler de gestion de l'intelligence artificielle, de dossiers sur les aides sociales, par exemple, dans des pays européens. Et c'est pour ça que je vous interpelle sur la FinTech. Quelle est la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le traitement de la donnée dans un pays comme le Maroc? Sans comparaison aucune avec la France. Non, bien sûr, mais c'est extrêmement important. Pour vous dire les choses, et je vous parle d'un exemple concret, c'est-à-dire chez nous, on a une base de données qui est extrêmement importante sur les personnes morales. Aujourd'hui, pour calculer des scores, aujourd'hui, on est obligé de faire confiance, d'utiliser au jour le jour l'intelligence artificielle, parce qu'on traite énormément de données. Plus on utilise de données, effectivement, le big data, etc., plus on est obligé d'avoir des outils intelligents qui sont capables de s'adapter au fur et à mesure le fait que la base de données grossit. Donc, effectivement, il faut s'appuyer sur l'intelligence artificielle, et c'est le cas où le Maroc a besoin effectivement de ce type d'outils pour justement avoir des scores qui soient de plus en plus pertinents dans les calculs. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur les vieilles méthodes de calcul, régression logistique. On a besoin que l'informatique, les outils informatiques utilisent des méthodes utilisent des données beaucoup plus consistantes et qui nous permettent de donner des informations des scores qui sont de plus en plus fiables. C'est ça l'important. Donc oui, extrême importance d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour évaluer la santé de l'entreprise. Exactement, ou des personnes physiques. Oui, des personnes physiques, bien naturellement. Quid de l'application de cette technologie aujourd'hui qui est de toute façon là et qui est là on est là pour vivre avec et l'utiliser aussi au maximum. Mustapha Al-Jaï, quid de l'utilisation de cette technologie dans l'octroi de crédit? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera peut-être amené dans un futur proche à digitaliser le processus d'octroi ou pas de crédit au niveau des banques? Alors, digitaliser le processus, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que maintenant, même les dossiers de crédit qui viennent des régions, ils sont dans un workflow, tout est digital. Maintenant, on ne va pas y échapper, l'intelligence artificielle, je pense, va intervenir, c'est mon point de vue personnel, aussi bien dans la décision d'octroi au particulier, parce que là, c'est une approche industrielle, c'est parfois des milliers de dossiers par jour pour les grandes banques. Maintenant, pour les entreprises, certainement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour le rating, mais c'est quelque chose d'inéluctable. On va y venir très, très rapidement. Hein. Et bien évidemment, il y aura toujours, peut-être oublié de le dire,
il y a aussi, heureusement, l'intervention humaine. Combien même une entreprise a un rating qui n'est pas bon, la banque, pour d'autres considérations, Lesquels? euh, ancienneté de la relation, on a travaillé avec le client pendant 20 ans, Hmm. il a toujours été bon, il passe par des... Regardez ce qui s'est passé dans le Covid, l'État a fait un grand effort, les banques aussi, et on a donné des crédits, je dirais, à fond, à 3,5%. Donc, nous sommes dans un monde où il y a peu de visibilité qui évolue tellement, et c'est pas parce qu'une entreprise, pendant 1 ou 2 années, passe par des moments difficiles, qu'il faut donc, même si son rating se dégrade, il faut l'accompagner parce qu'elle a un potentiel. Vous voyez? Oui. Alors, juste pour revenir justement à ce projet de loi, vous, au niveau des banques, vous l'avez bien accueilli certainement. Quelle est selon vous, Mustapha Al-Jaï, quelle est la prochaine étape, ou en tout cas, que doit-on attendre des textes d'application ou du contenu des textes d'application en ce qui Moi, je vous pense que concerne, sur le niveau, au niveau de, donc finalement du client ou du fournisseur, du fournisseur du crédit de bureau qui sont les banques, et vice-versa. Ils sont clients et fournisseurs, n'est-ce pas? moi, je pense que le texte de loi doit être très précis. Donc, pour élargir à des opérateurs, c'est le cas, je pense, télécom ou pourquoi pas aussi des plateformes de loyer ou autres, mais être très précis et décrire la manière comment on va accéder à cette information sans atteinte à la vie privée, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même des textes de loi qui protègent la vie privée des citoyens. Oui. Et je pense s'il y a donc de précision, s'il y a aussi un mode opératoire, ça va faciliter les choses pour les deux parties et on va réussir tous séparer. Très bien. En sachant qu'effectivement, ça a été d'ailleurs inscrit dans les principes fondamentaux de cette loi, c'est justement le respect de la confidentialité et la protection des données personnelles, conformément aux dispositions de la loi 08-09. Amine Diouli, justement, next step. Oui, il y a un certain nombre, je pense, d'étapes. Le projet de loi, il pose un certain nombre de paramètres. Un, c'est l'élargissement du marché, l'élargissement des sources de données, c'est le consentement, c'est la réciprocité. Utilisateur-fournisseur. Vous êtes fournisseur, vous avez le droit d'être utilisateur. Ça, c'est clair. Et puis, il y a un autre aspect dont on parle peu, mais qui est important, c'est l'élargissement du marché à un nouvel acteur potentiel. Puisque le projet de loi dit ça, finalement. Il dit que demain, un nouvel opérateur veut être agréé par BAM. Et effectivement, il va falloir déposer un dossier auprès de la Banque du Maroc qui sera personnellement analysé en 60 jours, il me semble bien. Le Wali doit donner son accord. Bref, il y a un certain nombre de choses qui est prévu par rapport à tout ça. Et donc, effectivement, je pense que les textes qui seront publiés viseront aussi à préciser dans quel contexte de nouveaux opérateurs pourraient demain venir sur le marché. Est-ce que le marché le permet? Est-ce que, par exemple, quand on voit des pays, vous l'avez dit tout à l'heure, la France n'en a pas besoin parce que c'est la FinTech. Aux États-Unis, il me semble qu'il y en a 3 ou 4 de crédits de bureau aujourd'hui. Est-ce que la taille du marché marocain permet peut-être l'accueil d'un troisième opérateur? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense que oui, effectivement, compte tenu des demandes qui sont aujourd'hui adressées. Et puis, je pense qu'il faut aussi des acteurs peut-être spécialisés. En fait, tout dépend des produits qu'on apporte sur le marché aujourd'hui. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on arrive avec, est-ce que le nouvel opérateur va arriver avec des nouveaux produits au marché, aux banques et aux utilisateurs du crédit de bureau? Est-ce qu'on va rester sur les mêmes produits qu'actuellement, c'est-à-dire un rapport de solvabilité, un score, du monitoring? C'est ça la vraie question. C'est avec quelle offre on arrive sur le marché. Et c'est ça, à mon avis, l'élément différenciant. Et qu'on va certainement discuter lors de l'émission sur les crédits de bureau après la promulgation des textes ou du premier texte d'application, ça c'est sûr, c'est très important. Je veux dire, il s'agit de l'économie du pays. Là, quand on parle de financement, c'est les entreprises, c'est la consommation, etc. Amine Diouli, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et puis d'avoir expliqué le pourquoi du comment ça marche. Nous avons, juste pour information, j'ai oublié de le préciser, nous avons contacté un crédit de bureau pour qu'il soit des nôtres ce soir, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se libérer pour être des nôtres. Mais en tout cas, je pense que, Amine Diouli, vous avez bien expliqué le fonctionnement de ces crédits de bureau. On en sait un peu plus et de ces données qui nous concernent et qui sont utilisées pour nous noter. Merci à vous également, Mustapha Al-Jaï, professeur universitaire et banquier. Merci.
d'avoir répondu à nos questions. Marhaba. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous.